Et quoi? Je vais me faire la vidéo de Léo. Et puis basta, quoi. Parce que là... Bref. Ah oui, attendez. Elle est bien, cette miniature, non? Vous en pensez quoi de la miniature? Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite, bien sûr. En vrai, elle est pas mal, non? Elle est pas mal, non? Les chats à 2 h du matin, c'est un lore. Bah, après ce soir, exceptionnellement, la streameuse à 2 h du matin est aussi un lore en lui, en soi, quoi. Le regard est parfait. Non, mais après, la photo, c'est pas moi qui l'ai sélectionnée. Après, je me suis bien amusé. Par exemple, graphiquement, je peux vous montrer. Regardez. Vous allez comprendre. Merde, pourquoi j'arrive pas à ouvrir l'image? Voilà. Le bras avec la batte vient de cette image. Hein. C'est là que tout le travail de graphisme est très intéressant. C'est pour ça que je me suce un peu pour cette miniature. C'est que le bras vient de là. D'ailleurs, c'est une image libre de droit avec je sais pas quoi là derrière. Donc j'ai pris le bras et je l'ai mis sur Léo, quoi. Bon, là, ça se voit un peu. Ça se voit que c'est un peu un montage ici. J'ai fait une petite erreur. Jolie transition. Oui, oui. Mais bon, bref. Elle est bien, cette miniature, non? Je sais pas, j'ai envie de me sucer un peu, quoi. Bon, bref. Elle est tchadienne, la miniature. Pourquoi elle est tchadienne? Léo, comme on l'aime fort. Moi aussi. Quoi? Putain, pourquoi j'ai lancé un live? Pourquoi j'ai lancé un live? Je suis en déréalisation. Putain. Je comprends pas. J'arrive pas à faire marcher mon cerveau. Bon, bah on va mater la vidéo de Léo, quoi. Vas-y, ma soeur kiffe ton taf est lourd. Ben oui, mais non, mais... Switch sur du gaming. Oh non, ça va me saouler. Elle est bien faite, ta miniature moufette. Bah merci, voilà. On est tous ravagés à cette heure-ci. Non, il y a des gens, ils veulent vraiment entendre un live sérieux, intéressant, avec plein de choses à dire, intelligentes et tout. Je viens de la mater. Et bah tant pis pour toi. T'inquiète, nous non plus, on comprend pas. Mais non, mais... Bref. Allez, on est parti. Vous regardez une vidéo réalisée par Léo et écrite avec Cassandre, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. OMG, regardez, c'est Cassandre avec sa petite tête. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir ce travail via Patreon. Sans votre soutien, la chaîne s'arrêtera très probablement d'ici 1 ou 2 vidéos. Nous comptons sur vous. Pourquoi il essaie de prendre... Pourquoi il prend la voix de Gilles Howell? Ça me perturbe. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros... Ah non, pas cette musique. Pas cette musique. J'ai des PTSD bizarres, en fait. Pas cette musique. morceau. Cette vidéo va être dense, je vous préviens. On va parler du livre Le coût de la virilité. Enfin, par contre, la vidéo... On va parler du livre Le coût... La saturation, quand même, ça fait beaucoup, là. Non? Ah, de toute façon, je suis très honnête. Hein. J'ai un petit verre dans le nez, donc je vais être très honnête pendant ce react. C'est un peu trop saturé, là, non? C'est moi, c'est mon écran, ou... Il y a un problème de saturation, quand même. De la virilité. Il y a une DA. Non, là, c'est même pas une DA, c'est mes yeux brûlent. Là, désolé, mais mes yeux... Je vois la couverture du bouquin, mes yeux brûlent. Le coût de la virilité, c'est un livre écrit par Lucille Pétavin et sorti en mai 2021 aux éditions Anne Carrière. C'est un livre qui explique que les femmes... Alors, le rappel, hein, Lucille Pétavin, quand il y a eu les émeutes de Naël, les émeutes pour Naël, bref, vous voyez de quoi je parle. On a eu Sandrine Rousseau qui a fait une photo, là, la fameuse photo, où elle marque... où elle tient ce bouquin dans sa main. Et Lucille Pétavin a fait une story Insta où elle a marqué « La violence des hommes, encore ». D'où le fait que la miniature, j'ai réutilisé ce truc-là. Bon, c'est Léo qui m'a dit de le faire, bien sûr. Mais je l'ai fait quand même. Mais bref. D'où le fait que parler de ce bouquin, c'est important. Parler du fait que, bordel de merde, on a des féministes bourgeoises libérales. Elles préfèrent, au lieu de voir des problèmes comme l'antiracisme dans une période comme celle-ci, préfèrent dire que le problème, c'est la violence des hommes, quoi. J'imagine que ça va être le sujet de la vidéo. J'imagine. Si Léo fait une vidéo... Bon, par contre, l'arrêt sur image. Je suis désolé, Léo, pardon.
J'imagine que quand Léo est constipé, c'est un peu la tête qui fait, peut-être. Genre, bref. Les femmes coûtent moins cher que les hommes parce qu'elles sont mieux éduquées, et donc qu'il faudrait éduquer les hommes comme les femmes. Et ce livre a été largement validé par les critiques. Du Figaro à France Info, en passant par les Inrocks ou même Blast. Ah ouais, mais que des putains de médias bourgeois. Et désolé, mais c'est ce qui m'a fait ce qui m'a mis un gros doute sur Blast, c'est notamment cette vidéo, c'est notamment le fait d'avoir interviewé cette meuf-là. Je vous jure, ça m'a fait peur en fait. C'est là que j'ai commencé à me dire, ah ouais, Blast, j'ai envie de m'en méfier quoi. Tout le monde en a dit du bien. C'est pas mal d'être même par Blast, ben oui. Vous vous souvenez pas, je crois, à l'époque j'y avais réact, hein, je sais plus, mais... Tant validé pour un livre qui critique ouvertement la virilité. En même temps, faut reconnaître que la démarche est originale. Tout est parti d'une anecdote. Ah, elle a fait un TEDx, bien évidemment. Un jour, À alors Blois. que je marchais À Blois. seule dans la rue, des services de police sont passés devant moi, toutes sirènes hurlantes. Bon, ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais la pensée qui m'est venue à ce moment-là était quelque peu singulière. Ok. Tu t'es dit, d'un coup, waouh, on est dans une société patriarcale. Et d'un coup, c'était vraiment une pensée unique. Et tu t'es dit, je vais faire des bouquins et je vais gagner ma vie en dénonçant le patriarcat. Et là, tu t'es rendu compte à quel point c'était un truc original. En effet, je me suis dit que très probablement, ces services de police intervenaient pour faire face à un délit commis Par qui? par un homme. Oh putain. C'est pas vrai. Elle a raison. La suite est logique. Lucille Pétavin a tout simplement calculé ce que nous coûtent les comportements asociaux des hommes. Alors une fois que j'ai eu tout cela en tête, une question s'est imposée à moi. Combien payent chaque année l'État et la société pour faire face à ces délits commis par les hommes? Quel est le surcoût qu'ils entraînent comparé aux délits et à la criminalité commise par les femmes? En vrai, c'est un truc qui se tient. Hein. Pour l'instant, sa démarche, elle est pas mauvaise. Par contre, elle est tellement pro-police, elle est tellement pro-judiciarisation, quoi. Ça fait un peu peur, hein. Elle est en mode je veux bien la fin du patriarcat si on arrive à faire des économies sur les flics, quoi. Comme ça, au lieu d'aller taper sur les dealers, les flics pourront taper un peu plus sur les dealeuses, qui sont un problème que, voilà, quoi. Bon, bref. Elle nous fait de l'essentialisme. Non, en soi, pour l'instant, la démarche se tient. C'est-à-dire que c'est une démarche d'économie. Elle est en mode, est-ce qu'on peut faire un calcul du coût à la société que représentent les violences commises par les hommes et les délits commis par les hommes? Ça se tient. Et ça dépend là où elle va, tu vois, avec ça. En d'autres termes, combien la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes? Je veux dire, en fait, pour l'instant, là où ça me dérange pas, c'est que des marxistes féministes auraient pu faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Une démarche tout à fait marxiste aurait pu faire la même chose. C'est-à-dire calculer économiquement combien ça coûte, tu vois? C'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de faits de délinquance et de criminalité qu'elles. On comprend donc que les comportements virils auxquels Lucille se réfère sont en fait tous les comportements masculins ne respectant pas les règles, les lois et l'autorité. En d'autres termes, tous les comportements pouvant amener les hommes à faire face à la justice. On parlera de comportements judiciarisables ou de délinquance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un comportement viril. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous savez déjà que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout apprécié le coût de la virilité. Ce livre est mauvais. C'est un mauvais livre qui parle mal des hommes, qui parle mal des femmes, qui valide la domination masculine, la police, la justice et la prison. Ouais, ça remet pas en cause le système, ça remet en cause les comportements individuels qualifiés comme étant virils et donc problématiques. Et c'est là qu'on en vient à la théorie du bouquin. Je vous spoil. Le principe du bouquin, c'est de dire si on élevait les hommes comme des filles, ça coûterait moins cher à la société. Et c'est là que moi, mon avis immédiat et rapide, il est clair. C'est que, en fait, les filles sont élevées comme soumises et dociles, et c'est pas une bonne chose. Genre, c'est pas souhaitable d'avoir une société où tous les individus sont conditionnés à fonctionner comme des filles dans le sens docile et voilà quoi. Enfin, vers quelle société on irait? En fait, c'est une société de l'obéissance, c'est une société de la docilité. Mais c'est
c'est presque une théorie anti-révolutionnaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le problème du bouquin en soi. Et qui ne remet rien de tout ça en question. Et j'admets que ça me pose un gros problème. Parce que j'aurais bien aimé qu'on interroge les institutions judiciaires. En particulier quand on voit qu'il y a encore des violeurs au gouvernement, alors que des gosses prennent de la prison ferme pour avoir volé juste de quoi manger. Mais dans notre série de vidéos, on parle de masculinité. Alors on va laisser aux experts du sujet critiquer la police et la justice, et nous, on va s'intéresser à ce que nous dit le coût de la virilité sur les hommes et sur les femmes. On va comprendre pourquoi j'aime pas ce livre, et surtout, pourquoi je pense qu'il fait reculer le féminisme plutôt que le faire avancer. Lucille Pétavin, et je vais l'appeler Lucille à partir de maintenant parce que ce sera... Ah putain, mais après la musique de Made in Abyss, on a la musique d'Undertale. C'est que des trucs pipou quoi. Plus simple, Lucille a un propos clair. Pardon. Selon elle, les criminels sont des hommes. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont délinquants et criminels. Mais cela veut dire que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et toujours selon Lucille, si les femmes respectent mieux les règles que les hommes, c'est avant toute autre chose une question d'éducation. Ouais, mais est-ce que les femmes autour des criminels, est-ce qu'elles sont toutes... comment dire, dans l'opacité par rapport à ce que leurs conjoints, leurs frères, leurs pères font? Et est-ce qu'elles n'en profitent pas, ou alors est-ce qu'elles ne participent pas à leur manière et par leurs moyens à l'organisation de ces crimes? Désolé, mais comment il s'appelle là, le tueur belge dont la femme allait chercher les victimes? En fait, c'est complexe en fait comme situation de ce point de vue-là. C'est pas parce que les femmes sont au premier rang du crime qui est commis que dans la structure criminelle, les femmes n'ont pas leur rôle à jouer. Comment il s'appelle là, le belge? C'est quoi déjà? Vous allez vous souvenir là. Le tueur, le violeur, celui qui violait des enfants là. Putain, je me rappelle plus. Fourniret. Marc Dutroux. Ah, c'était entre Marc Dutroux ou Fourniret, je sais plus. Mais c'est Marc Dutroux dont la femme allait chercher les victimes. Est-ce qu'elle est une criminelle? Oui, mais pas une criminelle de premier temps, de premier plan. Quand la police débarque, c'est pour aller chercher Marc Dutroux. Après, sa femme, elle se fait interroger et elle est inculpée. Mais donc oui, sa théorie tient. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des femmes qui participent? Est-ce que les femmes ont pour réflexe de se dédouaner de toute organisation criminelle? Je suis pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Elles sont mises au parfum. Elles y participent à leur façon. Alors oui, les hommes tiennent les rênes et en tirent la plus grosse part du gâteau. Mais est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas dans les réseaux? C'est ça que je trouve bizarre. Mon propos n'est absolument pas de viser les hommes, mais bien de Il habitait juste à côté de chez moi, j'ai honte. Putain. viser l'éducation à la virilité qui pousse les hommes à se comporter de cette façon, c'est-à-dire à avoir des comportements asociaux. C'est beaucoup plus à cause de leur éducation qui repose sur des valeurs viriles et on l'a vu qui les pousse à se comporter ainsi. C'est bien l'éducation. Et donc, si on changeait nos schémas éducatifs pour des schémas éducatifs beaucoup plus positifs, comme ceux qu'on transmet aux filles, aux femmes, Mais c'est pas forcément positif l'éducation des femmes. on économiserait donc ce coût de la virilité. Déjà, take transphobe, hein, je la transpose à la transidentité, finito, en terre, enfin bon bref. Qui a un coût financier et humain qui est tout à fait colossal. Parler d'éducation des enfants, en sociologie, ça revient à parler de... Oui, finalement, c'est très essentialisant, quoi. C'est-à-dire que moi, finito, j'ai eu une éducation masculine, finito, quoi. Je suis censé être violente, criminelle et faire partie de la population, bref. la socialisation primaire et la socialisation secondaire de l'enfant. C'est comme ça que les sociologues désignent les espaces dans lesquels les enfants vont socialiser, faire leur bail de gosse, apprendre des trucs, intégrer des valeurs, globalement vivre. La socialisation primaire, c'est celle qui va toucher à la famille et au foyer. Et la secondaire, c'est celle qui touche au reste. L'école, les amis, la garderie, les magasins, tout le reste. Et comme vous le savez, ces socialisations ne sont pas les mêmes en fonction du genre de l'enfant. La socialisation n'est pas identique pour tous les individus. Ça dépend maintenant, ça dépend. Elle dépend notamment du sexe. C'est ce que l'on nomme la socialisation genrée. La socialisation genrée, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le processus par lequel les individus acquièrent et intériorisent des normes, des valeurs et des représentations différentes selon leur sexe. Prenons un exemple. Lorsqu'un petit garçon tombe, on va le remettre sur ses pieds et lui demander de ne pas pleurer. Alors que quand c'est la petite fille, elle sera consolée.
Comme on l'a dit avant, pour Lucille, c'est cette éducation... Bah voilà, les filles, elles ont un privilège. Moi, combien de fois dans la cour de récré, je suis tombé par terre et j'ai dû affronter seule la difficulté de la vie. Alors que les petites filles, elles avaient la chance d'être consolées. Je suis dégoûté. Genré qui explique les différences de comportement entre hommes et femmes. Et ça me pose un problème pour plusieurs raisons. La première, c'est que la socialisation est une réalité construite par l'interaction. Et les enfants, comme les adultes, ne gobent pas texto tout ce qu'ils apprennent durant leurs interactions. Nous sommes tous en négociation permanente avec les valeurs transmises par le monde qui nous entoure. Pour comprendre cette histoire de négociation, je vais vous donner un exemple un peu précis. Prenez un gamin, on va l'appeler Théo. Rappelons qu'en France, il y a 9 fois plus de boulangers qu'en France. Mais pourquoi vous faites exprès ou vous êtes tous complètement défoncés dans ce chat en fait? Il avait 6 ans, Théo a eu pour Noël une Game Boy et le jeu Pokémon version bleue. Ses parents ont été très clairs sur le fait qu'il devait prendre soin de sa Game Boy parce que c'était sa responsabilité. De cette manière, Théo a appris la notion de propriété. Mais dans le même temps, les parents de Théo l'ont poussé à partager sa Game Boy avec sa petite sœur Zoé, parce que le partage c'est une valeur importante, en particulier dans une fratrie. Théo s'est donc retrouvé à devoir négocier entre ces deux valeurs, la propriété et le partage. Bien entendu, ses parents peuvent lui imposer le résultat de cette négociation à un instant T. Ils peuvent forcer Théo à prêter sa Game Boy à Zoé. Mais au final, c'est bien Théo qui va lui-même négocier entre ces deux valeurs. Et cette négociation, elle sera déterminée par le rapport au monde de Théo. Ou alors, il y a une autre solution, c'est on nationalise les usines à Game Boy et on fournit une Game Boy par enfant. Peu importe son sexe. Typiquement... C'est solution communiste claquée du cul, ça me fait rire. Au début, Théo a prêté son jeu à Zoé sans condition, parce qu'il a bien écouté ses parents. Mais il faut dire que depuis que Zoé a effacé sa sauvegarde de 243 heures de jeu sur une partie dans laquelle il possédait un Mewtwo niveau 100, Théo il est plus très chaud pour prêter son... Putain, lui prête plus ta Game Boy, non, je suis désolé. Elle a effacé sa partie avec un Mewtwo niveau 100. Moi, je suis désolé, c'est finito quoi, c'est ta petite sœur, va faire les tâches ménagères. Mais non, mais un Mewtwo niveau 100 quand même. Ton jeu à sa petite sœur. Ça fait voir rouge, bah oui, je suis d'accord, t'es un gamin, c'est bon. On comprend bien ici que le rapport de Théo aux valeurs de propriété et de partage dépend bien de ses parents qui lui ont transmises, mais aussi de sa petite sœur et également de son rapport au monde, de son rapport au temps, de son rapport à son propre ego. Des rapports au monde qui ne font qu'évoluer en permanence. Et là, c'est juste un petit exemple qui est même pas complet. Mais il nous montre bien que notre éducation ne fait pas tout. Nous négocions en permanence les valeurs que l'on intègre de nos parents et de toute la société en général. Oui, ok. On ne les gobe pas texto pour les recracher telles quelles. À cette idée de négociation, il faut ajouter... Ok. Je vois l'exemple qu'il a fait. En gros, l'exemple qu'il a fait, c'est la socialisation primaire. C'est ses parents qui lui disent « Tu as une Game Boy, mais tu dois la partager avec ta sœur. » Et la socialisation secondaire, c'est l'expérience de s'être fait effacer sa partie avec un Mewtwo niveau 100 par sa petite sœur. C'est ça? J'ai bon ou pas? C'est ça le bref. Que la socialisation ne s'arrête pas à l'adolescence. Pour l'instant, la vidéo de Léo est sexiste. Parce que, effectivement, partir du principe que c'est que les petites filles qui suppriment ta partie sur Pokémon, bah c'est sexiste parce que c'est aussi un truc de... Voilà. Pour la simple raison que nous socialisons toute notre vie. Nous rencontrons sans cesse de nouvelles situations qui amènent nos comportements à changer. Et heureusement, parce que c'est cette capacité d'évolution qui nous permet d'adapter nos valeurs à notre environnement. Des valeurs avec lesquelles nous négocions tout au long de notre vie. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de consensus scientifique sur le déterminisme de ce que vivent les nourrissons et les jeunes enfants. Parce qu'il est impossible d'isoler l'impact de l'enfance du reste de notre vécu. Donc scientifiquement, déclarer l'éducation responsable de la délinquance des hommes, c'est très largement discutable. Mais la raison pour laquelle ça m'énerve autant, c'est dans ce que ça implique en termes de responsabilité. Mais non, mais à la limite, moi je veux bien être d'accord que dire que l'éducation joue un rôle. Mais où est-ce que tu mets les frontières de l'éducation? Déjà, ce concept d'éducation primaire, secondaire, oui, c'est flou, quoi. C'est flou. Et en fait, c'est flou parce que ça correspond à une socialisation très occidentale. Ok,
c'est peut-être un modèle qui peut fonctionner quand tu es sociologue et que tu pars du principe qu'on vit dans une société où la socialisation primaire, c'est dans une maison fermée par des murs avec papa et maman, ou alors d'autres modèles parentaux, hein, j'en sais rien. Et c'est ce qui se passe dans la maison et dans la famille et rien d'autre. Et après, la socialisation secondaire, c'est quand tu vas à l'école, quand tu vas jouer au foot derrière avec tes potes dans la ville, quand tu vas faire une activité extrascolaire et compagnie. Ok, je peux l'entendre comme ça. Mais ça ne fonctionne pas avec plein d'autres modèles de société. Ne serait-ce que les modèles de société dans les villages. Dans les villages, il y a encore beaucoup de fois où tu as un gamin, il se balade. Ok, il a son papa, il a sa maman. Les gens du village savent que c'est eux la référence pour s'occuper du gamin. Mais le reste du temps, le gamin, il a plein de modèles éducatifs différents. Il a je sais pas, le boulanger du coin. Il a l'artiste qui habite à 2 pâtés de maison. Et c'est comme ça qu'il est éduqué aussi. C'est que l'ensemble du village veille sur lui. Où commence la socialisation primaire et secondaire ? Où est la frontière dans un modèle comme celui-ci ? C'est compliqué en fait. Bref. Parce que tout expliqué avec l'éducation. Ça implique que les responsables de l'éducation des enfants sont les responsables de la délinquance des hommes. Et qui est responsable de l'éducation des enfants ? Les parents. Ce sont les femmes. Parce que ce sont encore très largement les mères de famille qui s'occupent des chiards. Et ce sont encore très largement des femmes qui occupent les métiers de la petite enfance. De la nounou jusqu'à la prof de français au collège. Donc, dénoncer l'éducation des garçons sans aller plus loin, ça revient à faire porter la responsabilité de la délinquance et plus largement de la violence des hommes sur les femmes. C'est pour ça que les féministes ont depuis longtemps débunké cet argument. Elles l'ont d'autant plus rejeté que les mères ont toujours été surresponsabilisées par les pouvoirs publics pour expliquer les comportements des hommes. Bah oui, parce que en fait, si Pétavin, donc la meuf qui a écrit le bouquin, elle voudrait se défendre de ce chemin de pensée qui consiste à dire que bah du coup, si le problème c'est l'éducation des garçons, sachant qu'il y a beaucoup de garçons qui font des dingueries et qui ont vécu sans papa, du coup c'est la faute des darons. Si c'est l'éducation primaire le problème, c'est la faute des darons. C'est quoi le problème ? Elles sont irresponsables, elles sont pas assez présentes, elles devraient arrêter de travailler pour s'occuper du gamin, ou alors elles veulent en faire un vrai bonhomme parce qu'il n'y a pas d'homme à la maison, donc ça doit être lui l'homme de maison. Enfin, ça pue, ok, oui, ça pue, quoi. Je suis éducateur, je pense pas que j'ai porté d'énormes valeurs virilistes qui poussent à la violence. Bon, après, t'inquiète, hein. Je sais pas, on dirait que tu justifies d'un coup. T'inquiète, on a... Et en particulier les comportements menant à des révoltes. David Niger, historien. L'identité de genre des jeunes filles, c'est justement d'être disciplinées, attentives aux autres, en plus d'être les gardiennes de la vertu. Elles doivent être les garantes de la discipline sociale dans nos sociétés. Tout ça fait partie de l'identité féminine dans les représentations, en tout cas, qu'on s'en fait dans l'histoire. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau. Et d'abord dans la famille. Et donc, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui... Moi, ça m'a choqué, ce truc-là. C'est une dinguerie, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... On a eu un État qui s'est pendant longtemps bagarré pour tout ce qui était violence intrafamiliale. Et là, on a eu Naël, on a eu les émeutes, et d'un coup, on a un président qui suggère aux darons, pourquoi pas de foutre quelques claques, quelques coups de ceinture, pourquoi pas, si ça peut dresser le gamin, pour éviter qu'il traîne dehors et qu'il aille en manif faire des dingueries et brûler des bagnoles. En fait, désolé, mais bon, bref, ça me choque. Ça me choque. Et je dis ça, Macron le formule comme ça, mais derrière, on a eu, pendant cette période, on a aussi eu un préfet qui a dit faut mettre des claques aux gamins et compagnie, quoi. Bon, bref. On régresse, hein. De l'autorité. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Parentale. C'est que beaucoup de ces jeunes, c'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le traiter à la cause. Et donc on doit responsabiliser certaines familles. Les femmes ont toujours été considérées par le pouvoir comme les garantes de la paix sociale. Et c'est très pratique parce que s'il y a une révolte, on pourra dire que c'est la faute de l'éducation des enfants et ça évitera ainsi de s'intéresser aux causes réelles de ces révoltes. On le sait tous qu'il y a des gamins qui font n'importe quoi, mais c'est pas ça la cause de ce qui s'est passé. La cause est sociale, la cause est dans la lutte de classe. Tout à fait. Merci le vieux. Jean-Luc. Mais on y revient dans un instant.
Vous allez me dire que les femmes participent à transmettre des valeurs masculines et viriles à leurs petits garçons, et donc qu'elles ont une part de responsabilité dans la délinquance masculine. Et oui, comme les hommes, les femmes sont actives dans le maintien de l'ordre patriarcal, au même titre que nous sommes tous actifs dans le maintien du capitalisme. Nous consommons, nous travaillons, nous polluons. Quand bien même nous serions anticapitalistes, nous n'avons d'autre choix que de vivre dans ce système et par là même de contribuer à son maintien. Donc les femmes Merci Uncle Kerm. reproduisent... Abonnez-vous les gens, hein. Je fais pas d'annonce et tout ça, mais lâchez une petite croquette pour ce live. Bon, c'est un live un peu bricolé, mais bon. Elles aussi et En attendant, vous êtes là, vous êtes distrait. transmettent à leurs garçons des normes et des Vous valeurs êtes divertis, pardon, pas distrait. viriles, même si elles ne souhaitent pas le faire. Par exemple, le jour où Théo a voulu mettre du vernis à ongles, sa maman n'y a pas vu Quoi Théo, il est homosexuel en plus de ça. Mais je comprends plus rien, moi. d'inconvénient. Malheureusement, elle s'est vite rendue compte que Théo se faisait chahuter à l'école et rabaisser par les autres adultes à cause de son vernis. Et elle... Non, mais attendez. Merci pour le sub offert à Dinar. Pour moi, là, attendez. Théo, il avait une Game Boy, il avait un Mewtwo niveau 100. Sa petite sœur a supprimé sa partie avec son Mewtwo niveau 100. Moi, je pense que dans la tête de Théo, il s'est dit « Ok, maintenant c'est fini. Je peux plus être un homme parce que ce qui faisait que j'étais un petit garçon viril, c'est d'avoir un Mewtwo niveau 100. J'abandonne, je me dirige désormais donc vers la féminité pour tenter de... Putain, mais tous les arrêts sur image sur Léo sont... c'est vraiment... Putain, mais Léo, c'est un film des années 17, là. C'est impressionniste, bref. Expressionniste, allemand, bref. Bon, apparemment, Théo veut être une femme trans maintenant qu'il a plus de partie avec Mewtwo niveau 100, quoi. s'en est d'autant plus rendu compte que les autres adultes lui ont fait savoir qu'elle éduquait mal son fils. Tous lui ont dit qu'un garçon, ça ne met pas de vernis, et tous lui ont fait comprendre, gentiment ou violemment, que Théo doit arrêter. Sa maman a réalisé que pour protéger son fils, elle devait soit l'empêcher de porter du vernis à ongles, soit lui apprendre à cacher sa différence dans l'espace public. Et ce faisant, elle s'est elle-même fait agent de l'ordre patriarcal. Ouais, la socialisation primaire entre en écho avec la socialisation secondaire. Est-ce qu'on pourrait même pas dire que finalement, tout au long de notre vie, l'éducation ne s'arrête jamais, et on appelle ça par un autre terme qui s'appelle la coercitivité. On parle plus d'éducation, mais de mimétisme et de coercitivité. Et les parents sont contraints à revoir la façon dont ils éduquent leurs gosses en fonction de ce que la société porte comme regard sur cette éducation-là. Donc au final, l'éducation, est-ce vraiment le problème? Bref, c'est l'éducation permanente. Il y a de ça. Revenons à cette idée de classe sociale dont parle Mélenchon. La cause est sociale, la cause est dans la lutte de classe. Vous allez me dire, quel rapport entre lutte des classes et éducation? Eh bien, si l'éducation a effectivement un impact sur le devenir des enfants, il ne faut pas oublier, comme c'est le cas dans le livre de Lucille, que nous n'avons pas tous la même éducation. Très loin de là. Certains enfants ont 2 parents à la maison, d'autres qu'un seul. Ouais. D'autres vivent en foyer dès leur plus jeune âge. Certains enfants naissent riches. Moi j'avais un papa, mais il était pas très présent, quoi. Et ont la possibilité de faire des activités extrascolaires. D'autres enfants sont issus de milieux très défavorisés. Et ils doivent apprendre à gagner de l'argent dès 12 ans. Certains enfants peuvent aller en école privée et s'assurer un bel avenir. D'autres enfants voient leurs écoles tomber en ruine et sans prof. Et il est évident que toutes ces inégalités de classe auront un impact sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants ne va pas de soi. Ce qui la détermine, ce sont les conditions matérielles dans lesquelles on grandit et dans lesquelles les gens qui nous éduquent vivent. Oui, et puis dans lesquelles les gens qui nous éduquent grandissent aussi, parce que ça les affecte. Hein. Moi, j'ai eu par exemple, mon daron clown, j'ai eu des épisodes très, très spéciaux avec lui, parce qu'en fait, c'est un enfant traumatisé. C'est un enfant, sa daronne l'a abandonné... il a fini à la DAS. Il y a des histoires très très sombres des familles à la DAS qui lui ont fait des dingueries. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Et mon daron clown, il m'est déjà tombé dessus parce que j'obéissais pas à ma daronne. Des fois, il rentrait dans des colères noires. Il me frappait parce qu'il supportait pas ça, mais c'est complexe, quoi. Je sais pas. Vive le christianisme. Quoi? C'est quoi le rapport?
Il n'y a plus la VOD d'ailleurs. Si, moi la VOD je l'ai pour moi. Mais il faudrait que je la publie sur YouTube un jour. J'ai la flemme de faire le montage, quoi. J'en connais un qui a œuvré chez Ruquier aux côtés de Salamé et qui pourrait t'en sortir une bible de l'éducation libre, donc ce discours limite prosélyte. Quoi? Je comprends rien. Le rapport des hommes à la violence et à la délinquance Pourquoi je lis ce chat? Dépendra donc forcément de ses conditions matérielles, car les conditions matérielles d'existence sont premières dans le devenir des individus. Mais Lucile n'est pas de cet avis. Pour stopper les délinquants et les criminels, les services de sécurité et de justice s'appuient sur une multitude de facteurs afin de cerner au mieux leur profil. Milieu social, âge, environnement éducatif, etc. etc. Faut les fliquer, quoi. Or, si ces facteurs jouent indéniablement un rôle et peuvent parfois se cumuler, ils sont selon moi toujours secondaires au regard de l'éducation différentielle donnée aux enfants selon leur sexe. Ok. Oui, donc en gros, tu peux être le dernier des pauvres qui vient d'un pays en guerre et qui crève de faim. Ce que tu es est surtout déterminé par est-ce que papa frappe maman? Est-ce que maman est soumise à papa? C'est vraiment ça qui compte, hein. Selon elle, en tout cas. Et vous voyez le problème de... Vous voyez la couille avec ce féminisme-là? Je reçois des virements USD. Merci, merci à Rousseau, merci Antoine Rousseau, je ne sais pas. Merci pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Ça joue, mais bien sûr que ça joue. Mais comment tu peux tenir une position et dire que c'est secondaire? Comment tu peux te permettre de faire ça? En fait, comment tu peux te permettre de faire ça si ce n'est parce que tu as envie de défendre le statu quo de ce qu'est cette société en termes de séparation des richesses, en termes d'organisation et d'injustice. C'est tout simplement parce que tu n'as pas envie de mettre ça au devant de la scène. Ce que tu as envie de faire, c'est de considérer que le sexisme est le premier problème, quoi. Faut être bourgeois, je pense, pour penser ça. Bien sûr qu'il faut être bourgeois pour penser ça. Oui. Ou alors, faut vouloir se faire accepter par les bourgeois. Pour elle, le devenir des individus, donc leur rapport à la violence et à la délinquance, est avant tout lié au genre. Alors qu'on soit clair, je conteste pas le constat de la délinquance masculine. Ce qui me gêne avec le raisonnement de Lucile, c'est sa manière de confondre les violences patriarcales avec des violences de classe. Lucile utilise les chiffres de la justice et de la police pour définir les comportements violents et asociaux des hommes. Concernant les données utilisées pour estimer le coût de la virilité, je m'appuierai sur les chiffres relatifs aux personnes mises en cause par les services de sécurité et de justice. En fait, limite, sa théorie, elle fonctionnerait dans une société communiste idéale. Si tout le monde, enfin idéal, très communiste au sens presque stalinien, quoi. C'est pas idéal de ce point de vue-là, mais vraiment tout le monde au même salaire, tout le monde au même pied d'égalité. On habite tous dans des immeubles dégueulasses. Bref. Dégueulasse, mais pour les gens en Russie, c'était quand même mieux que rien, bref. Mais voilà, quoi, ça fonctionnerait si tout le monde était sur un pied d'égalité. Or, ce n'est pas le cas. En faisant ça, elle établit une équivalence entre, disons, une agression sexuelle et le vol d'un paquet de pâtes. Pourtant, si une agression sexuelle peut clairement être considérée comme une violence masculine, est-ce le cas du vol d'un paquet de pâtes? Est-ce que le vol d'un paquet de pâtes n'est pas plutôt relatif au besoin vital de manger? Bah non, parce que... Voilà, moi, ma théorie, c'est que quand tu es une femme, tu as envie de maigrir pour avoir un summer body, et les nutritionnistes vont très souvent te dire que les pâtes, il vaut mieux pas trop en manger, il vaut mieux manger des légumes et des fruits. Donc, les pâtes, c'est généralement un repas d'homme. On est d'accord, ça se tient. C'est plus souvent des hommes, statistiquement, qui mangent des pâtes. Donc, ils mangent des pâtes pour prouver qu'ils sont virils. N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Ça se tient? Les hommes, ils veulent des calories, ils veulent des protéines, ils veulent manger plein de trucs très lourds, comme ça ils font du muscle et tout. Et donc les femmes, elles veulent manger genre des pois chiches, des avocats, des pommes. Alors que les hommes, ils veulent des pâtes, ils veulent du riz, de la dinde et des pommes de terre. Besoin lui-même déterminé par le niveau de précarité, donc par la classe sociale du voleur. Et du coup, cette équivalence, c'est un énorme problème. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que Lucile ne précise à aucun moment dans son livre
que dans leur immense majorité, les hommes judiciarisés sont des hommes pauvres et pour la plupart non blancs. Donc que les chiffres de la police et de la justice qu'elle utilise ne comptabilisent pas tous les délits et crimes des hommes, ils comptabilisent seulement ceux des hommes qui se font arrêter et juger. Lucille ne voit pas que les hommes ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous égaux ni dans leur potentialité de violence, ni dans leur besoin d'en user, ni dans la répression qu'ils en subiront. Et c'est notamment ça qui fait que son livre ne tient pas la route, parce qu'au fond, le coût de la virilité ne parle pas du coût de la virilité, il parle du coût de la criminalisation et de l'incarcération des hommes pauvres dans une société patriarcale, capitaliste et raciste. Du coup, on se retrouve avec un livre qui s'appelle Le coût de la virilité et qui parle très mal des hommes. Et à parler mal des hommes, on se retrouve à parler mal des femmes. C'est si bien dit. Si j'en crois ce livre, les femmes ont un comportement vertueux et donc leur éducation serait idéale. Aussi, comme le chante Renaud, les femmes sont pacifiques comparées aux hommes. Ah mais putain, mais en plus ça me dégoûte, enfin, c'est une dinguerie quand même qu'on ait une putain d'autrice qui se dit féministe et qui va te sortir tous les pires clichés sur la féminité. Je veux dire, ok, les femmes sont conditionnées pour la plupart à être comme ça, mais par pitié bordel, enfin c'est... Putain mais j'ai juste envie qu'elle aille dans un bar de butch et qu'elle se fasse mettre des mains au cul par des butch avec des poils sur le menton quoi. À ce stade-là, je pense qu'elle a besoin d'expérience pour comprendre les choses. Tout comme eux, elles sont capables de violence, mais en proportion, elles s'y adonnent très peu. Alors n'aurions-nous pas tous intérêt à nous comporter comme les femmes? Encore une fois, je suis pas en désaccord profond avec cette observation. Oui, les femmes usent moins de violence que les hommes. Ce qui me dérange, c'est que Lucille n'interroge jamais cette disproportion. Alors que la police et la justice, ce sont des institutions qui sont traversées par des présupposés sexistes, au même titre qu'elles sont traversées par des présupposés classistes et racistes. La justice criminalise donc plus les garçons et les hommes que les filles et les... La future sauce de moufette bourrée. Pardon, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ce que je dise quand même. Faut pas que je m'énerve. Classistes et racistes. La justice criminalise donc plus les garçons et les hommes que les filles et les femmes. Colline Cardi, sociologue. Au niveau judiciaire, ce qu'on observe ce que moi j'avais vu quand je travaillais sur la justice des mineurs, ce qui était assez net, c'est que j'avais un mal fou. LSD c'est bien, hein. Moi j'avoue j'écoute plus trop parce que ça m'a souvent déçu. Je crois que la fois où j'ai arrêté d'écouter LSD, je m'en rappelle très très bien de cette émission, elle m'avait saoulé. C'est... en gros, je crois que c'était une meuf un peu bobo qui racontait le fait qu'elle avait acheté un steak à Carrefour et qu'elle avait décidé de faire une émission pour savoir d'où son steak venait. Et toute l'émission, elle était en mode « Oh putain, je me suis rendu compte que mon steak, il venait d'un abattoir où la vache a souffert, quel enfer et tout ça. » Alors voilà, ça c'est le truc un peu vegan. À la limite, je suis d'accord avec ça. Mais toute la réflexion qu'il y avait derrière, c'était juste « Ah du coup, je vais acheter des steaks plus chers parce que c'est de la viande de... Voilà, c'est la viande un peu mieux faite quoi. Et les vaches, elles ont moins souffert. Voilà. Problème réglé. Ça m'a saoulé. C'est quoi Et tu me fais une putain de série documentaire sur tes angoisses parce que t'as mangé un steak Lidl, 15% de matière grasse, qui a été tué dans d'atroces souffrances. Mais on en est tous là, en fait. Va te payer ton steak chez le boucher et m'emmerde pas si t'as les moyens. C'est bien. Fais ça. Moi, je vais bouffer mon putain de jambon de merde, Belle France, là, et voilà, quoi. Fou à trouver des filles au niveau de la dimension pénale de la justice des mineurs. Par contre, j'en voyais des filles qui avaient pu commettre des actes, enfin des infractions, au niveau de l'assistance éducative, c'est-à-dire au niveau du droit civil. Non, c'était LSD. Tu me dis c'est pas LSD? Je me rappelle que c'est LSD. C'était une période où j'allais à la salle de muscu, je passais toutes mes séances à écouter LSD, et je me rappelle de ce documentaire. Il faudrait que je te le retrouve, mais c'est LSD. C'est bon. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait une porosité entre le droit pénal et le droit civil, puisque longtemps il y a eu la possibilité pour les juges des enfants d'ouvrir un double dossier. Pour les garçons, il y a une séparation de plus en plus nette de ces deux espaces-là de la justice des mineurs. Pour les filles, c'est ça qui est intéressant, c'est que soit il y a ouverture d'un double dossier davantage, soit il n'y a même pas de dossier qui est ouvert au pénal, mais il y a un dossier... Oui, ça je m'en rappelle, j'avais vu un docu aussi. C'est-à-dire que la justice, elle est plus coercitive et en même temps elle est moins punitive avec les filles, elle est plus coercitive avec elles
Et j'avais vu un documentaire où c'était des jeunes délinquantes qui étaient dans un centre de redressement. Je veux dire, c'est une dinguerie. Ça veut dire que les jeunes garçons, on les traite en mode future graine de délinquants, essaye de te trouver un parcours dans la vie, faut que tu branles quelque chose et que tu fasses un truc parce que voilà, t'es un danger pour la société et pourtant t'es jeune, t'as encore le temps de te redresser. Il y a un peu ce truc-là. Et par contre, les filles, c'est pas le même discours qu'on leur tienne. Le discours qu'on leur tient, c'est « Mais pourquoi tu cries ? Une fille, c'est pas censé crier. Tu crois un mec qui va vouloir sortir avec toi quand t'es aussi agressif comme ça ? Oh là là, mais... Qu'est-ce qui t'arrive ? Enfin, c'est qui t'a élevé pour que tu sois aussi agressif ? Le discours n'est pas le même. Alors qu'un garçon, on le considère plus comme un danger, mais on considère que c'est pas grave, l'agressivité c'est là. À la limite, on le respecte pour sa virilité de délinquant. Alors que la fille, genre dès qu'elle hausse la voix, on est tout de suite en mode mais qu'est-ce qui lui arrive en fait ? Genre tu veux pas être sympa, tu veux pas être gentil, tu veux pas être normal. C'est beaucoup plus coercitif. Mais après, du coup, elles passent entre les mailles du filet beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans un centre de redressement pour des périodes beaucoup moins longues, où on va avoir des éducateurs qui vont être beaucoup plus sur un discours de « Oh là là, sois gentil, sois sympa, sois une fille », alors que les garçons, ça va être plus dur, quoi. Les garçons, ça va peut-être les tabasser, les gardiens vont peut-être les choper en mode « Redresse-toi, connard, va faire une activité manuelle, va apprendre la vie », tu vois. C'est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus violent avec les garçons, et les filles se passent beaucoup plus dans les mailles du filet. Donc oui, ça crée aussi une différence du point de vue judiciaire. Parce que, oui. Et qui va être ouvert en assistance éducative. Et en fait, on peut penser aussi que c'est beaucoup plus efficace d'une certaine manière. Parce qu'au fond, les garçons, elle est sanctionnée au niveau pénal, on va renforcer ce jeu de la stigmatisation autour de quelque chose qui est un peu viril autour de la sanction. Et au fond, les filles, on peut dire qu'elles s'en sortent beaucoup mieux. Attends, ça me rappelait vraiment ce truc-là. Attends, c'est quoi le lien que tu m'envoies ? C'est quoi ? Peut-on cuisiner des animaux morts, le truc d'Arte ? Non, mais c'est possible que ça soit ça, mais c'est pas ça. Je veux dire, en fait, ne sois pas étonné. Là, t'es en train de me dire « Ah, mais c'est un truc que je crois avoir entendu sur Arte. » Moi, je te dis que c'est un truc que j'ai entendu chez LSD. La vérité, c'est que des petites bourgeoises qui ont fait un podcast pour parler du fait qu'elles avaient acheté un putain de steak en se disant « Oh là là, la vache a souffert », il y en a tellement que, à mon avis, toute plateforme confondue, il y en a au moins un. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, désolé, c'est un fonds de commerce pour ce genre d'émission que de faire au moins son émission vegan anxieux par rapport à l'origine de la viande. C'est tellement un sujet banal, quoi. Tellement facile à produire aussi, quoi. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de faire une première partie où tu dis « Ah là là, j'ai mangé un steak et j'imagine que la vache a souffert ». C'est d'aller interviewer un boucher qui te dit « Ah, mais ça, c'est la mauvaise viande. Moi, je vais vous montrer un vrai pavé de steak. Et là, on a vu que la vache, elle n'a pas souffert. » Voilà, tu as une petite partie interview comme ça. Autre partie où elle va voir un professionnel de l'agroalimentaire qui lit le code barre et qui lui dit « Ah, bah, ça a été produit à tel endroit. » Et voilà, l'émission est bouclée. C'est facile, c'est pas compliqué. Donc, tout le monde l'a fait. Autour de Tu peux donner ta définition de coercitif ? Coercitif, c'est pour moi, ce sont des injonctions à modifier ton comportement ou à réfléchir sur tes actes, mais beaucoup plus à modifier ton comportement. Mais généralement, ce sont des choses qui ne te sont pas balancées en substance immédiatement. C'est aussi des choses, tu vois, par exemple, c'est du genre... Il y a deux solutions. T'as fait une bêtise. T'es un enfant, t'as fait une bêtise. Ta daronne, elle peut t'engueuler. Et dans ces cas-là, elle te réprimande, elle te punit. Ou alors ta daronne, elle peut te faire sentir qu'elle est triste. Et que ce que tu as fait, tu dois te sentir coupable d'avoir rendu les gens autour de toi tristes à cause des actes que tu as commis. Et dans ce cas-là, on est beaucoup plus sur du coercitif. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, au travail, le coercitif, ça va être le truc sur les heures sup. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu vas pas forcément être payé par les heures sup, mais tu vas avoir ton patron qui vient te poser la main sur l'épaule et qui va te dire « Oh là là, toi, t'es vraiment un bon employé. T'es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. D'ailleurs, il y a des heures sup à faire et franchement, j'aurais besoin d'un coup de main, quoi. » Voilà. Et après, derrière, la négociation pour être payé pour ces heures sup et tout ça, c'est autre chose. Le patron, il t'a même pas parlé de ça. Mais il t'a fait sentir que t'avais quelque chose à prouver à ses yeux. Voilà, ça c'est de la coercitivité.
Quelque chose qui est un peu viril autour de la sanction. Et au fond, les filles, on peut dire qu'elles s'en sortent beaucoup mieux, mais en tout cas, elles vont être effectivement davantage éduquées vers quelque chose d'une docilité féminine qu'on attend d'elles. Mais vous allez voir que les raisons pour lesquelles on voit moins la délinquance féminine, elles se trouvent aussi dans notre capacité à pouvoir la repérer. Par exemple, vous avez cet article de Clara Chevalier dans l'ouvrage qui étudie comment, à travers les émeutes vivrières de 1775, on voit dans les archives comment les policiers, finalement, ne parlent que très peu des femmes arrêtées. Et de fait, elles ont peu été arrêtées et encore moins incriminées. Non pas parce qu'elles étaient absentes de l'émeute, mais parce qu'elles sont déresponsabilisées par la police, qui va chercher, finalement, et ça se vérifie à l'heure actuelle quand on travaille sur la façon dont la délinquance des filles est repérée ou pas, les policiers cherchent avant tout des comploteurs masculins et finalement ne vont pas suspecter des femmes comme participantes possibles de ces émeutes. Bah oui, et puis de toute façon elles ne sont pas traitées de la même manière avec les mêmes peines. Par exemple, à l'époque du Paris du 19e siècle et compagnie, les filles, on les chopait dans la rue parce qu'on considérait que c'était potentiellement des prostituées, pas forcément parce qu'elles l'étaient, mais parce qu'elles étaient parfois suspectées de l'être. Elles allaient dans un centre de redressement où il y avait des bonnes sœurs qui leur apprenaient comment être dociles et gentilles, quoi, en gros. Comment être des femmes respectables. C'est autre chose que d'avoir des peines de prison, que de passer devant un juge et compagnie. Enfin, avant de continuer, on se souvient, bah oui, on avait vu ça. Il faut que je vous explique un truc. Colline Cardy et Geneviève Pruvos, que l'on vient d'entendre, ont dirigé l'écriture d'un livre qui s'appelle « Penser la violence des femmes » et qui est super. Vraiment, il est très bien. Et j'ai été vachement surpris de voir que Lucille Pétavin y fait référence dans Le coup de la virilité. Sauf que c'est aussi à ce moment-là que j'ai perdu tout respect pour la démarche scientifique de Lucille. Parce que ce qu'elle en conclut, c'est ça. Il y a ainsi, et c'est un comble, davantage d'études sociologiques ou statistiques portant sur la violence spécifique des femmes que sur celle des hommes. Or, c'est faux. C'est même tout le contraire qui est démontré dans le livre « Penser la violence des femmes » et la demi-douzaine d'articles que Lucille cite pour appuyer son propos. S'il y a moins d'études spécifiquement consacrées... Pourquoi elle a besoin de dire ça? Alors, pourquoi, dans son raisonnement, elle a besoin de dire ça? Alors en quoi ça lui donne raison? Je comprends pas. Créé à la violence des hommes que celle des femmes, c'est juste que lorsqu'on étudie la violence, on étudie la violence des hommes par défaut. Exactement comme la police et la justice cherchent la délinquance masculine par défaut. Le monde de la recherche a lui aussi des présupposés sexistes. Oui, on vit dans une société sexiste. Lucille nous ment. La violence des femmes n'est absolument pas plus étudiée que celle des hommes. Alors moi, mon avis, attendez. Avis sur la DA de Léo. J'aime pas trop cette DA là. Désolé. Genre la DA avec les petits tourbillons et les machins. J'ai l'impression qu'on est dans... C'est très enfantin. Peut-être pas le ton, quoi. Je débarquais, je sais pas du tout qui est tué. Je viens en plus du Lord Cassandre, Dany Arras. Quelqu'un peut me dire si ça se situe... Où ça se situe ici dans le spectre de la gauche. Ici, on est d'extrême droite. Ici, on aime vraiment... On déteste tout le monde. Nique les musulmans. Nique tous les PD. Les PD... Coup de fusil dans les PD. Au contraire, elle est et elle a toujours... Voilà, maintenant tu sais où tu es. Tu sais où tu as mis les pieds. Fais pas le malin sur ce dit... Ouais. Été déniée et invisibilisée. Exactement comme le fait que les femmes peuvent utiliser le sexisme de la justice à leur propre avantage pour se déresponsabiliser de leurs crimes. Avec ses avocats, Herta Oberhäuser fixe une ligne de défense qui sera systématiquement reprise par les femmes accusées de crimes perpétrés sous le nazisme. Ah oui, mais je l'avais pas vu ce docu, mais j'avais vu Cassandre le mater. Pour se défendre, Herta Oberhäuser a utilisé une représentation de la femme qui correspondait sans doute à celle du tribunal et du procureur. Elle a vraiment dit qu'elle n'était qu'une simple assistante qui n'avait fait qu'aider et exécuter... Oh putain, désolé, mais... C'est un chara-design ce gars là, pardon. C'est juste que... Pourquoi on dirait il a... Pourquoi lors d'un tribunal sérieux comme ça, il y a ce gars avec son chapeau trop grand? On dirait un perso de One Piece, ça me perturbe. Les ordres, et qui était obligé d'obéir à ses supérieurs masculins. Le 20 septembre 1947, le verdict tombe.
Military Tribunal 1 has found and adjudged you guilty of war crimes and crimes against humanity. Voilà, bien fait. And sentences you, Sale nazi. Bertha Oberhäuser, to imprisonment for a term of 20 years. Ah, elle n'a pas été condamnée à mort. Hein. On peut voir que d'une certaine manière, sa stratégie a fonctionné, parce que beaucoup de ses collègues masculins ont été condamnés à mort. Oui. Alors, Lucille utilise... Un petit peu de prison, quoi, un petit peu de redressement. Comme ça deviendra une grand-mère admirable. Voilà. Des chiffres éclatés. C'est pas sa faute, elle s'est fait entraîner dans le nazisme par des hommes. Elle était pas... En fait, les femmes peuvent pas être racistes, antisémites et tout ça. C'est à cause des hommes. Elles écoutent les hommes et elles obéissent et du coup, elles comprennent pas. Autant pour parler de la violence des hommes que pour comprendre celle des femmes. Je pense qu'on n'a plus besoin de revenir sur ce point. Néanmoins, même avec des chiffres biaisés, il n'empêche que les femmes entrent moins dans l'illégalité et usent moins de violences directes que les hommes. Et c'est une question légitime que de se demander pourquoi, en particulier quand on veut pas tomber dans l'argument réducteur et facile de l'éducation. On va commencer par s'intéresser à ce qu'il se passe quand une femme transgresse les règles, ou simplement quand une femme a un comportement masculin. Une question que Lucille n'a pas posée dans son livre. Par exemple, quand elle mentionne les agressions et remarques sexistes subies par les filles à l'école, elle se garde bien de parler des filles sportives, masculines ou queer. Des filles qui seront durement réprimées par leur environnement. Parce que sortir des normes de genre, généralement, c'est... Ça dépend. Alors là, je suis pas d'accord, Léo. Être durement réprimé par son environnement, ça dépend. La petite fille à papa est bien misogyne, et par contre, il a eu une fille. Il aurait préféré un garçon, mais s'il peut faire de sa fille une fille respectable, mais en plus de ça, quand même un genre de petit garçon doué à la natation ou à la course à pied, bon, il est heureux, tu vois. Il y a toujours En fait, c'est plus complexe que ça, des fois. Tu as des situations comme ça où t'as... Et même, regarde, on parlait des nazis. Mais tu as des nazis profondément sexistes et misogynes, dans leur très patriarcaux, dans leur vision des choses. Et pourtant, ils avaient des grands projets pour leurs filles. Quand bien même ils voulaient qu'elle finisse mariée à un dignitaire ou je sais pas quoi. Par contre, qu'elle soit sportive, qu'elle ait de la gueule, qu'elle soit plus forte et qu'elle ait plus de caractère que la plupart des hommes, ça par contre c'était important pour eux. Et il y a souvent ce schéma-là qui revient à l'extrême droite. On le voit notamment avec les filles Le Pen. C'est-à-dire que oui, le père Le Pen les a élevées comme des filles, mais par contre pas n'importe quelle fille. Les filles Le Pen. Elles doivent avoir plus de gueule, plus de caractère que la plupart des hommes. Vous voyez? Donc c'est toujours... C'est complexe, de ce point de vue-là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Réprimé, et souvent beaucoup. Il n'y a qu'à observer la manière dont sont traitées les délinquantes pour comprendre le dégoût qu'inspirent les femmes viriles. Arthur Watou, sociologue. Alors sans doute que ce qui fait peur chez les jeunes filles délinquantes, c'est qu'elles soient effectivement pas à leur place, c'est qu'elles ne tiennent pas leur rôle, le rôle qui est attendu, et surtout qu'elles viennent un peu perturber un système de répression des mineurs, avant tout créé, produit pour les garçons, pour l'ordre public, pour la tranquillité, etc. Et elles viennent un peu perturber. On le voit par exemple en prison, les filles en prison sont très mal perçues par les professionnels qui voient quelque chose d'un petit peu... ils utilisent parfois le terme, je fais référence à des entretiens que j'ai fait avec des professionnels en prison, de contre-nature. Contre-nature. C'est l'idée que la société se fait des femmes qui ne sont pas ou pas assez féminines. C'est un vrai contrôle social qui est subi par les femmes. Et c'est ça qui fait que peu d'entre elles entrent dans la délinquance. Parce que c'est un truc de bonhomme. Ensuite, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que les filles et les femmes n'usent pas de violence directe, de violence physique, qu'elles ne peuvent pas avoir de comportements violents. Typiquement, à l'école, les jeunes filles masculines ou viriles seront harcelées non seulement par les garçons, mais surtout par les autres filles. Encore une fois, c'est plus complexe que ça. J'ai des doutes, en fait. C'est vrai que en fait, j'ai pas la réponse. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que être un garçon manqué, bah des fois, c'est plus profitable qu'être une fille très girly, qui va vivre avec les garçons des situations un peu... Peut-être qu'elle est beaucoup plus désirée et respectable dans son destin féminin. Un garçon manqué, il est peut-être réprimandé, mais il a des avantages. Il gagne des bénéfices quand même, non? Je sais pas. Je trouve que c'est complexe. Partage son doute. C'est pas mon expérience des groupes de gamines. Bah ouais, j'ai un doute sur le fait de juste le présenter comme ça.
Après, c'est une vidéo de 35 minutes, t'es obligé de vulgariser. Et dans l'ensemble, Léo, il a raison. Mais sur ça, j'ai des doutes, parce que ça me paraît complexe. C'est plus facile d'être un garçon manqué qu'un mec efféminé. Ah bah bien sûr. Bien sûr, le sexe faible dans l'imaginaire commun, c'est les filles. Donc, si tu y gagnes quelque chose à être une fille bizarre parce que tu te comportes comme un garçon, à l'inverse, t'as tout à y perdre si t'es un garçon qui se comporte comme une fille bizarre. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout à y perdre. Moi, je veux dire, c'est simple. D'expérience, je peux vous dire quelque chose. C'est beaucoup plus commun qu'un mec trans, quand il était au collège, au lycée, il ait expérimenté ce que c'était que de mettre des vêtements de garçon, que de s'affirmer, que d'aller sur le terrain de foot pour essayer de jouer avec les garçons. Il se faisait réprimander. On était en mode « Ah, t'es une fille, tu peux pas jouer avec nous. » Voilà, c'est plus des expériences comme ça chez un mec trans. Mais les meufs trans, la plupart, niette. Elles ont même pas essayé d'être des filles. Elles ont même pas essayé d'être féminines. Bon, il y en avait certaines, c'était des homosexuels très clairement, quoi, ça se voyait. Mais c'était aussi parfois des homosexuels pas féminins, des homosexuels qui restaient, qui essayaient de garder la face masculine. C'est beaucoup plus rare en proportion de voir des femmes trans qui ont eu cette expérience de tenter d'être féminines durant l'adolescence. Alors que des mecs trans, il y en a plein qui ont essayé. Je veux dire, des récits de mecs trans qui, dès le collège, parlent du fait de commencer... Bah là, par exemple, au dernier live, on écoutait l'interview de Tal Madesta. Tal Madesta, dans son témoignage, alors c'était pas dans cette vidéo, mais c'était dans une autre, Tal Madesta parlait du fait que, dès le collège, il planquait des vêtements de garçon, et quand il arrivait au collège, hop, il enfilait le t-shirt trop grand, il enfilait le pantalon, il mettait un truc pour qu'on voit pas trop sa poitrine. Ça, c'est un truc classique chez les mecs trans. Et vous croyez que les meufs trans, à l'époque, elles enfilaient la jupe, elles enfilaient le soutif pour aller en cours? Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc oui, bien évidemment, c'est beaucoup plus, t'as tellement plus à y perdre, c'est violent. C'est beaucoup plus de violence si t'es un garçon efféminé, c'est clair. Parce que si d'un côté, sortir des normes de genre est réprimé, alors de l'autre côté, humilier celles et... Après, c'est pas la même violence. Ça veut dire que quand t'es un garçon efféminé, tu vas avoir une violence directe qui te tombe dessus. Quand t'es une fille masculine, tu vas avoir une sorte de violence de l'ordre du... Alors le mot est peut-être pas clair, mais volonté de dressage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas tomber sur un petit copain qui va être toxique et qui va dire « Ah, tu dois être une meuf, je vais te traiter comme telle ». Tu vas tomber sur un daron qui va dire « Bah non, tu te comportes pas comme ça, je vais t'apprendre à être une fille ». Et c'est comme ça qu'on retrouve même pas sur l'angle des mecs... Ouais, coercition, mais on retrouve aussi ce qu'on appelle le viol punitif chez certaines lesbiennes qu'elles ont pu vivre de la part de l'environnement familial. C'est cette violence-là. Donc elle peut être très violente aussi, cette violence-là. Mais publiquement, la violence adressée aux hommes féminins, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus évidente et beaucoup plus directe. Genre, ça te tombe dessus immédiatement. Aujourd'hui, je pense que les choses vont mieux. Mais moi c'est clair. Moi, j'étais au collège. J'essayais de venir en robe au collège. C'est finito. Genre, littéralement, tous les regards se tournent vers toi. Tout le monde te regarde. Et c'est fini pour toi, tu vois. Ta scolarité est terminée. Tout le monde le sait. Tout le monde le retiendra jusqu'à la fin de la scolarité. C'est fini. Alors que t'es une meuf masculine, les gens, ils te regardent en bizarre. Les filles, elles sont en mode « Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est lesbienne ?» Mais les gens arrivent à passer outre au bout d'un moment, tu vois. C'est pas... Voilà. Sortir des normes de genre est réprimé. Alors de l'autre côté, humilier celles et ceux qui en sortent, ça permet de se mettre en valeur. Ça permet de se distinguer. Rendons-nous à l'évidence. L'éducation donnée aux filles construit des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société. Leur empathie est cultivée, voire favorisée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société, c'est tu fermes ta gueule, tu l'ouvres pas. Quand t'es au taf, t'obéis au patron. Tu t'essayes pas de négocier quoi que ce soit, parce qu'on le sait, hein, dans le cadre du travail, les meufs, elles ont beaucoup plus de mal à négocier leur salaire, à négocier leurs heures de travail, parce qu'elles sont en mode « je m'écrase, je ferme ma gueule, j'ai pas envie d'attirer l'attention ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut des individus dociles. On veut enfin, voilà. Moi, je peux aussi donner une autre statistique. Dans les syndicats, dans la rue, les gens qui manifestent, il y a plus souvent des hommes. Bah oui, c'est déplorable.
Ce serait bien que les femmes, elles aillent aussi, parce que dans une usine ou dans certains secteurs, il y a autant d'hommes que de femmes. Et pourtant, c'est plus souvent des hommes qui vont aller défendre leurs droits dans la rue. Bah oui, c'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est souhaitable? Que du coup, c'est quoi le résultat? Si on les élève tous comme des filles, bah on aura encore moins de personnes dans la rue pour défendre leurs droits. Bref. La fameuse empathie. On aurait envie, en fait, que les femmes soient aussi élevées à pouvoir défendre leurs droits. À pouvoir ouvrir leur gueule quand elles le souhaitent. Féminine vantée par Lucile s'arrête lorsque les femmes ont intérêt à ne plus en faire preuve. Et elles ne manquent pas d'user de pratiques violentes quand ça leur permet de se mettre en valeur. L'année dernière encore, une petite fille du nom de Dina s'est suicidée après avoir subi le harcèlement des filles de sa classe en raison de son appartenance à la communauté LGBT. Et ensuite, un jour, elle leur a parlé du mouvement LGBT. C'était un mouvement qu'elle suivait. Et les filles, à partir de ce moment-là, en fait, n'étaient pas trop d'accord avec ce qu'elle défendait. Et on commençait en fait à lui envoyer des messages ou à la bousculer ou à la critiquer les unes après les autres ou toutes ensemble ou chacune son tour. En fait, je sais pas, elles avaient fait peut-être un programme pour s'attaquer à ma fille par rapport à son orientation sexuelle. Les filles du groupe, elles n'étaient pas toutes méchantes, mais elles avaient tellement peur d'être la cible qu'elles ont préféré que ce soit Dina qui a tout sur le dos, plutôt que, parce que si on harcèle pas Dina, on va harceler une autre. Ces filles harcelaient moralement Dina parce qu'elles pouvaient se le permettre. Cette violence, le maillon faible, plutôt que leur enlever leur féminité, la renforçait en pointant du doigt celles qui, à leurs yeux, ne l'étaient pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut être capable de voir et de comprendre la violence des femmes. Parce que cette histoire de violence n'est pas qu'une affaire de genre. C'est avant tout une question de pouvoir. C'est-à-dire que la violence s'inscrit dans un rapport à l'autre. Qui domine qui? Comment? Alors moi, hot take, ça va peut-être faire bondir certains, mais moi je dirais que de ce point de vue-là, la violence des femmes peut être beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus masquée, parce que justement, les femmes ont conscience qu'en public, elles doivent garder la face de cette docilité. Et des fois, elles la performent. Elles performent cette docilité, elles performent cette gentillesse. Et donc, les coups qu'elles font sont peut-être parfois plus sournois. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, ça y est... moi, je suis désolé, c'est mon avis aussi. Putain, mais tous les arrêts sur image de Léo sont goldés, hein, c'est grave. Hein. Ça, c'est Léo Western, quoi. Les armes des faibles sont les faibles armes. Et que même en privé, c'est sans doute pas une bonne idée d'être direct. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Il y en a pour me critiquer, dire que j'ai tort et tout ça. Moi je suis désolé, je le vois comme ça. C'est pas forcément... Et je ne dis pas que c'est pire. Je ne dis pas, ah les femmes c'est encore plus des merdes, parce qu'elles sont manipulatrices, elles te plantent un poignard dans le dos. Non, je dis pas que c'est pire. Mais par contre, c'est vrai que leur violence, elle peut se caractériser plus comme ça. Justement parce qu'elles sont pas censées être violentes. Donc quand elles le font, bah elles le cachent. Elles le cachent, ou alors elles le gardent dans un groupe fermé. Il faut pas trop que ça sache. Il faut pas que les gens l'apprennent. Donc c'est voilà. J'ai compris ta take. Les hommes se révoltent, les femmes font des putschs. Ouais. Pourquoi? Et tout ça, ça se détermine en fonction de multiples facteurs, incluant notamment le genre. Et dans un rapport entre hommes et femmes, la position de la femme, c'est une position de soumission. Et la soumission des femmes, Lucile, elle en a une idée bien particulière. Lors des premières tétées du nourrisson, la mère ne s'adapte pas de la même façon à son rythme de succion selon que c'est une fille ou un garçon. Elle impose davantage sa cadence dans la prise du biberon lorsqu'il s'agit d'une fille, ou au contraire laisse son garçon s'arrêter quand il le souhaite. Les bébés filles intériorisent alors très tôt la notion de contrainte, quand les bébés garçons sont libres d'agir comme ils l'entendent. Alors désolé, mais on dirait une take de Cyrulnik, mais en fait c'est du Cyrulnik de Wish. Déjà que Cyrulnik c'est pas toujours ouf, là c'est vraiment Cyrulnik de Wish. Ok, c'est ok. Perso, je suis pas un expert, mais je pense qu'il faudrait laisser tous les bébés téter tranquilles. J'ai l'impression que ce que Lucile insinue, c'est qu'il faudrait tous les emmerder pareil. Mais bon, après ça c'est du détail. Ce qui est important dans cet exemple, c'est ce que Lucile omet de préciser. C'est-à-dire que l'habitude à la contrainte et à la frustration, ça enseigne notamment la soumission. Et c'est pas supposé être une bonne chose. Non mais sinon, moi j'ai une solution.
C'est que les enfants, on les met dans des cages à hamsters avec des roues et avec des pipettes, et on remplit une grosse bouteille de lait, et c'est à eux de se démerder pour téter la bouteille, et comme ça, on est tous élevés pareil. Mais comme on le voit avec l'exemple du biberon, Lucile ne s'arrête pas à omettre ce léger détail. Son livre entier présente la soumission des femmes comme positive. Elle fait de l'intériorisation de la contrainte et de la frustration des femmes un modèle de conduite vertueuse pour la société. Si Lucile fétichise cette soumission féminine, c'est peut-être parce que sa propre soumission à elle ne lui pose pas de problème. La période sensimotrice est imprégnée d'influences patriarcales, what the fuck. Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ça veut dire que dès l'enfance, il y a aussi ce truc de comment tu berces un enfant. Ou alors, par exemple, non, ce fameux truc de comment tu tiens un enfant. Une petite fille, elle va être tenue différemment, par exemple, d'un... Tu vois, je sais plus exactement, je crois que c'est... Par exemple, les papas, quand ils tiennent leur enfant, quand c'est un petit garçon, c'est beaucoup plus facile pour eux de tenir... alors je sais plus exactement ce que c'est, s'il y a quelqu'un qui se souvient. Je crois que c'est plus facile de tenir un petit garçon en le tenant en bas par les fesses et par la tête, alors qu'une petite fille, un papa il va être beaucoup plus gêné de mettre sa main sur les fesses de sa petite fille. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même c'est un bébé, il va y trouver une autre position. Bref. Chelou. Mais non, c'est pas si chelou que ça, c'est parce que même si c'est un bébé, le simple fait de lui attribuer un sexe fait que le parent, craignant dans l'imaginaire commun aussi la dimension incestueuse et pédophile, se dit « Oh là là, si je mets ma main sur les fesses de ma petite fille qui n'est qu'un bébé, est-ce que je suis pas en train de transgresser quelque chose ?» Tu vois ce que je veux dire? Ça se comprend. Et statistiquement, ça se ressent. Donc oui, ce sont des choses qui peuvent intervenir tôt. Prêt à la soumission. Mais c'est normal, ça veut pas dire que les femmes sont vicieuses de ne pas prendre du plaisir à la liberté et de prendre du plaisir à la soumission. Mais c'est que quand une société est construite d'une certaine manière, si on joue le jeu qui nous est proposé, on est valorisé. Manon Garcia, c'est pareil, par exemple, il y a plein de darons, au bout d'un certain âge, ils osent plus voir leur fille à poil. Par exemple, ils ont trop peur. Ils osent plus aller dans la salle de bain, commencer à l'aider à se laver et tout ça. Je veux dire, il y a ce problème. C'est une vraie question, par exemple, pour les darons qui élèvent une petite fille seule. C'est qu'il y a un certain âge où ils entrent en déconnexion avec cette petite fille et ils peuvent plus fréquenter son corps. Enfin, le fréquenter dans le sens... le toucher pour leur faire un shampoing dans la baignoire et tout ça. Parce qu'ils ont... Tu vois? Bref. L'auteur du brillant livre « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Un livre dans lequel elle vulgarise la pensée de Simone de Beauvoir. Et dans ce livre, elle explique... Un daron avec son fils aussi? Pas forcément, c'est plus... ça dépend. Pas forcément. Elle explique notamment comment l'éducation entière des filles consiste à en faire des individus soumis. Les femmes se soumettent, donc elles sont actives dans cette soumission. Et on apprend aux petites filles à être gentilles et calmes dès les premiers jours, en fait, de leur vie. Donc on les éduque à la soumission et c'est très difficile de se départir de ça. Quelques décennies après Simone de Beauvoir, Lucile Pétavin ne voit plus de problème avec la manière dont sont éduquées les petites filles. Au contraire, elle la vante, car selon elle, cette éducation rend les femmes moins violentes. Pour le féminisme, c'est comme si on faisait un bond de 60 ans en arrière. Car... Oh bah alors je m'excuse, en vrai je réfléchis à ce que je disais, mais en fait c'est même pas à partir d'un certain âge, c'est qu'en fait en général, le papa il a du mal tout court à toucher sa petite fille pour lui faire un shampoing, la laver dans la baignoire, alors qu'un petit garçon peut-être qu'il se l'autorise et à un certain âge il lui dit débrouille-toi. Mais la petite fille, dans une situation où c'est le père qui l'élève seul, très souvent, son rapport à son corps, il est beaucoup moins genre... Bref... Lucile Pétavin... Après, c'est vraiment... je sors ça, ça sort de mon cul, quoi. Mais c'est une intuition que j'ai, quand même. Ça me semble juste. Je vois plus de problème avec la manière dont sont éduquées les petites filles. Au contraire, elle la vante, car selon elle, cette éducation rend les femmes moins violentes. Pour le féminisme, c'est comme si on faisait un bond de 60 ans en arrière. Car justement, selon Simone de Beauvoir, le caractère moins violent des femmes est un trait qui découle directement de leur soumission à la domination masculine. Moins les circonstances économiques et sociales permettent à un individu d'agir sur le monde, plus ce monde lui apparaît comme donné. C'est le cas des femmes, qui héritent d'une longue tradition de soumission. Comme tous les individus, les femmes aspirent à la liberté et à l'autonomie.
Mais comme la soumission à l'autorité est inhérente à leur rôle de genre, elles ont moins à perdre à se soumettre et à remplir ce rôle plutôt qu'à en sortir. Pour les femmes, être libre est un combat contre les normes de genre. Et ça explique pourquoi elles ne peuvent user de violence aussi souvent que les hommes et dans les mêmes proportions. Elles doivent se battre pour. Car la personne soumise dans un rapport de pouvoir n'a pas le droit d'avoir un comportement rebelle. Une entreprise politique ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force... Ah, c'est dépend ça. Ils sauront brusquement mieux contrôler leur pulsion masculine et comprendre ce que non veut dire. Alors oui, l'éducation des filles et celle des garçons sont différentes. Et oui, cette éducation genrée a un impact sur leur potentialité de violence et de délinquance. Mais l'éducation genrée n'est pas la source des inégalités entre hommes et femmes, c'est une de ses conséquences. C'est la conséquence du rapport de pouvoir qui existe entre les hommes et les femmes au profit des hommes. Je vais vous faire le raisonnement à l'envers pour que vous compreniez bien. Vous vous souvenez de Théo ? Théo, il est triste parce qu'il peut plus mettre de vernis à ongles. Et suite à son histoire, vous vous êtes sûrement dit que si tout le monde acceptait que les petits garçons puissent mettre du vernis à ongles, il n'y aurait plus de problème pour Théo. Et je suis bien d'accord. Mais pour accepter que les petits garçons mettent du vernis à ongles, il faut qu'à l'échelle de toute la société, on accepte que les hommes adultes en mettent. Et pour accepter que les hommes adultes mettent du vernis à ongles, il faut qu'à l'échelle de toute la société, on arrête de penser que quand un homme féminise son apparence, c'est un signe d'infériorité. Et mais alors, je comprends pas. La vidéo, c'est pour forcer les gens à mettre du vernis à ongles. Putain, Léo, il... En fait, voilà, c'est ça, quoi. Léo, il veut forcer les gens à mettre du vernis à ongles. C'est le prochain titre de la vidéo psychodélique. Pour arrêter de penser que quand un homme féminise son apparence, c'est un signe d'infériorité, il faut qu'à l'échelle de toute la société, on arrête de penser que les femmes sont inférieures aux hommes. Donc... Mais pourquoi il crie ? Pour changer l'éducation genrée des enfants, il faut changer le rapport de pouvoir qui existe entre les hommes et les femmes. Il faut faire disparaître la domination masculine. Autrement dit, le patriarcat. Et le mot patriarcat, il apparaît nulle part dans le coup de la virilité. Oh, attendez, on le remet, le petit gag là. Il apparaît nulle part. C'était bien joué, c'était bien. Dans le coup de la virilité. Putain, c'est vrai qu'il n'y a pas... Ah oui, il n'y a pas le mot patriarcat dans son putain de bouquin, mais c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que cette... Mais putain, mais en fait, c'est... Voilà, moi j'ai envie de... Moi aussi, je veux gueuler. Il m'a donné envie de gueuler, Léo. Pourquoi est-ce qu'on a... Mais voilà. Et les gens, ils sont en mode... Moi, je vois encore des gens qui ont des avis en mode... Ah là là, vous voulez critiquer les féministes bourgeoises, libérales, mais en fait, vous voulez juste jeter les femmes sous le bus. Mais putain, mais rendez-vous compte qu'il y a un problème avec ces putains de meufs qui font de leur fonds de commerce le féminisme. Alors c'est juste, elles ont envie... Laissez-les écrire des fictions, des bouquins, des romans, ça se voit que c'est ce qu'elles ont envie de faire. Elles ont envie de faire ça. Elles ont envie d'être des auteurs de bouquins, des autrices. Ça se voit que c'est ce qu'elles veulent faire. Pourquoi est-ce que c'est un putain de fonds de commerce au bout d'un moment? C'est normal que ça soit un fonds de commerce. Je sais même pas pourquoi je pose la question. Tout le monde en parle sans arrêt du féminisme et compagnie. Mais vous voyez bien que le problème, il est là. Je sais pas, bref. Pourquoi je m'énerve? Putain, je m'énerve de manière nulle. Ça m'énerve. Si vous avez suivi et compris ce qu'on vient de dire, vous devez maintenant saisir que la raison pour laquelle les hommes sont plus violents et insoumis que les femmes, c'est parce qu'ils le peuvent. On vit dans une société patriarcale, les hommes sont en position de domination, ils sont donc éduqués à dominer, pas à se soumettre. Et cette position de domination, les hommes tentent de la tenir en utilisant les capitaux qu'ils ont à disposition. Ah, attendez, oui, j'ai pas de commande pour le Discord, faut que je vous donne le lien. Quoi? Vous voulez venir sur le Discord? Oh là là, mais mon Discord, il est éclaté. C'est vrai, premier degré. Il y a 3 salons textuels et les gens, ils parlent jamais dedans. Mais c'est pas grave, bon, bref. Cela peut passer par leur statut social, cela peut passer par leur capacité à séduire des femmes, et cela peut passer par l'usage de la violence. Non. On dira qu'il y a une confiscation de la violence des femmes en faveur des hommes. On peut même dire... Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, c'est bon. C'est bien le lien de mon Discord que j'ai donné. Je viens de me rendre compte que Ivre, elle donne le lien d'un Discord privé où elle parle avec ses potes.
Merde. J'ai cru que je vous ai... Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que je vous avais donné le Discord privé ou bref. Où je vis ma meilleure vie loin de... Que la violence est privatisée par... J'ai eu trop peur. J'allais me faire engueuler par Émile, putain. Par les hommes. Mais attention, elle n'est pas privatisée n'importe comment ni pour n'importe qui. Lorsque mon frère enrageait de se voir refuser un jouet, on lui apprenait, en tant que garçon au sein d'une famille patriarcale, que sa capacité à exprimer sa rage était une bonne chose, mais qu'il devait considérer si le contexte était propice au déchaînement de son agressivité. Attendez, j'ai pas lu. Lorsque mon frère enrageait de se voir refuser un jouet, on lui apprenait en tant que garçon au sein d'une famille patriarcale que sa capacité à exprimer sa rage était une bonne chose. Bah, après il se prenait des taloches quoi, dans la gueule quoi. Mais qu'il devait considérer si le contexte était propice au déchaînement de son agressivité. Oui. En gros, ton daron, il te met une taloche et le lendemain, il t'inscrit au foot. En mode, ah, tu as de l'énergie en toi. Il faut la mettre au service du foot. Tu vas devenir mon champion. La phrase importante dans cette citation, c'est la dernière. Considérer si le contexte est propice au déchaînement de son agressivité. Et on l'a vu, le contexte des violences, il est totalement absent du livre de Lucile. Pourtant, il est absolument déterminant pour comprendre les violences masculines. Typiquement, la raison pour laquelle les premières victimes de violences masculines sont les femmes et les enfants, bah, ça vient du fait que, déjà, c'est des cibles faciles, hein, vu qu'ils sont privés de violence, mais surtout, les hommes dominent quasi systématiquement les femmes et les enfants de leur classe sociale et des classes sociales inférieures. En leur présence, ils sont dans un contexte où ils peuvent user de violence. Ce qui ne sera pas nécessairement le cas en présence d'un patron ou d'un flic. Mais là, on entre... Ok, donc il faut plus de femmes qui tabassent leur mari et leurs gosses. Dans le cœur du sujet. Et cette vidéo, elle est déjà très longue. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse les violences masculines dans une prochaine vidéo. On pourra alors répondre à toutes les questions auxquelles Lucile Pétavin n'a pas répondu. Déjà, qu'est-ce que la violence? Ensuite, quels hommes peuvent être violents? Quels hommes ne peuvent pas l'être? Y a-t-il des violences légitimes? Pourquoi avons-nous un traitement différencié en fonction de qui utilise la violence et de pourquoi? On a encore beaucoup de travail. Mais avant de vous quitter, j'aimerais bien conclure avec le coût de la virilité. On rappelle que le livre a pour ambition de défendre l'idée que les filles sont mieux éduquées que les garçons parce qu'elles coûtent moins cher, donc que les garçons devraient être éduqués comme les filles à être soumis. Mais soumis à quoi? Parce que bah oui, les femmes sont soumises aux hommes. Mais les hommes ne peuvent pas se soumettre à eux-mêmes. À l'ordre. L'ordre... Ouais, au capital, bah finalement oui. Eh ben, si on reprend la définition de la violence telle que l'entend Lucile dans son livre... C'est une question économique, donc une question de budget, donc une question de capital, oui. On en déduit que, selon elle, les hommes doivent être soumis aux règles et aux lois. Le fait que ces lois puissent être injustes, sexistes ou racistes ne rentre pas en ligne de compte. Peut-être parce que Lucile appartient à une classe sociale qui a les lois de son côté. Quoi qu'il en soit, le coup... Non mais c'est bien, en fait, c'est là que tu peux voir que tu peux avoir un fémofascisme. Vous voyez ce que je veux dire? Un fémofascisme. Tu pourras avoir une genre de fémofascisme sur cet angle-là. Dans le prolongement du néolibéralisme. Ça veut dire qu'on veut à tout... En fait, on pourrait supprimer la virilité et le patriarcat et ne laisser que la... Bref. Fémofascisme. FF, ouais. FF, ouais. Le coût de la virilité n'appelle pas à les... Fémocapitalisme. Ouais, mais non, mais là, c'est... On parle de soumettre des individus, de par leur éducation et par la violence aussi, des règles et des lois, à obéir. Donc on entre dans le domaine... bref. Égalité entre les hommes et les femmes. Uniquement dans un but lucratif pour réduire les coûts, mais pas simplement pour réduire les coûts, pour ne pas aussi qu'ils remettent en question l'ordre établi. Donc c'est contre-révolutionnaire, c'est ce que j'avais dit à la base au début de la vidéo. C'est qu'au final son bouquin est contre-révolutionnaire. Il donne des outils. En fait c'est là que son bouquin est fascinant dans la méta idéologique, c'est que son bouquin est une proposition qui pourrait très bien fonctionner avec un régime qui se fascise. Dans le sens où, vu qu'on veut des individus dociles, eh ben on peut très bien aller... Une des solutions, ça peut être très bien de les féminiser. Tu vois ce que je veux dire? Les féminiser dans le sens docile, obéissant et tout ça.
Le livre montre une volonté de confisquer et de privatiser la violence des hommes, exactement comme l'est déjà celle des femmes. Une privatisation qui se ferait au profit de ceux qui écrivent les lois et ou qui les ont déjà de leur côté. Généralement, c'est les mêmes. C'est la bourgeoisie. Et on peut en conclure que la bourgeoisie s'en tamponne du patriarcat. Ce qu'elle veut surtout, c'est empêcher toute forme de révolte en privatisant la violence des hommes à son propre compte. Donc, en définitive et en dernière analyse, je dirais que Lucile Pétavin ne désire pas un changement du statu quo patriarcal. J'ai d'ailleurs même plutôt l'impression qu'elle le renforce, puisqu'elle valorise les comportements de soumission à l'ordre établi. Un ordre qui est à la fois patriarcal, raciste et capitaliste. La civilité, la respectabilité que prônent les féministes blanches et bourgeoises n'offrent pas la force et l'énergie nécessaires pour combattre la domination et l'oppression. Au contraire, elles contribuent au maintien des violences. Ah ça va, le mixage, j'étais en train de me dire la voix va engloutir la voix de Cassandre. La musique va engloutir la voix de Cassandre, mais ça va. Produit par Agency, habillage Artou. Ah c'est Artou qui a fait le... Bah Artou, le truc avec les petits dessins, ouais. Je suis pas emballé. Après c'était peut-être une question de budget quoi, Artou il a peut-être fait un truc comme ça parce que voilà. Bref, bah c'était bien. C'était bien en soi. Bravo. Bonne vidéo. Mais bon, je trouve que oui. Voilà, j'ai réacté à la vidéo, j'ai donné mon avis. J'ai oublié quel était mon avis, mais c'était bien. Les commentaires. Je suis mitigé, mais sympa. Non, mais ça fait une bonne vidéo de debunk du bouquin. Après, je trouve que... Moi, je pense que ce bouquin, il est... Enfin, on devrait lui balancer... Je sais pas, ça serait bien de débattre avec elle, Pétavin, là. Pourquoi pas débattre avec elle? Alors, pas moi, hein, je dis pas moi, mais... Pourquoi c'est bien de debunk, pourquoi ces meufs-là, on peut jamais débattre avec? Go les inviter, en fait. Go en mode, vas-y, go débat, quoi. Bref. Je vous découvre avec cette vidéo bien montée. Des arguments bien ficelés. Ah, j'ai cru qu'il parlait de Léo. Pardon. Des sources diverses et un langage hyper compréhensible. Vous arrivez à décrire finalement un point qui n'est pas tout évident à expliquer. Le féminisme bourgeois carcéral et sécuritaire étant largement minoritaire. C'est un vrai plaisir à regarder, oui. Oh que ça fait du bien, on s'en doutait un peu, mais c'est un vrai cadeau, les arguments étayés et énoncés avec la plus grande clarté. Léo et Cassandre, ce duo de choc. Merci pour cette vidéo, je l'ai attendue dès que j'ai su qu'elle était en préparation. C'est dans les lives de Cassandre, putain, oh là, Cassandre Zouz, hein. Ah mais c'est Carédas, oh là là, mais c'est tous les suceurs qui ont mis des... Oh mais... Les mêmes suceurs sur mon chat. Oh. Putain. Du coup, on n'a pas des avis. Moi, je veux voir les vrais avis. Il faut mettre les plus récents. Les hommes judiciarisés sont des pauvres et racisés. Les crimes et délits sont eux-mêmes définis en fonction des violences acceptées. J'ai rien compris. Bref, superbe vidéo. Immense banger, on attend la suite. Ah oui, j'ai oublié de le début de la vidéo. Pardon, roi des trans. Super vidéo, bravo. Quand une bourgeoise écrit un livre, faut s'en méfier, oui. Bon après, il y a des bourgeois dont... Par exemple, Marx, c'est un bourgeois qui a écrit un livre. Ça va, c'était bien. C'était pas mauvais, quoi. Mais il a raison, les violences sont définies dans un cadre bourgeois, par exemple l'exil fiscal est jugé bien pire que le vol d'une pomme. Oui, bien sûr, oui. Enfin non, c'est sûr, je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est jugé bien pire. Je pense juste que c'est plus facile à exposer sur la place publique. Il y a moins de conflits d'intérêts, donc... Mais je pense que les bourgeois, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'un vol... L'exil fiscal, c'est quand même bien pire qu'un vol de pomme, tu vois ce que je veux dire? Ils le savent. Ils y croient pas profondément. Après, certains, ils y croient, mais... Moi, j'y crois pas trop, quoi. Je suis sûr qu'ils le savent au fond d'eux. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils font des dingueries, quoi. C'est une dinguerie de faire des dingueries.